Alors bonjour, bienvenue au Forum national de consultation sur la politique québécoise de la culture. Je m'appelle Stéphane Garneau. Essentiellement, aujourd'hui, je vais être le gardien du temps. Je pense que c'est à peu près 95% de mon rôle. Et je pense que vous allez être heureux en fin de journée si j'ai bien joué mon rôle, parce qu'on a une cinquantaine d'intervenants. Et si on veut respecter les temps de tout le monde, je vais devoir faire respecter les consignes. Donc, vous allez sentir qu'il y a un policier sur scène tout au long de la journée. Le ministère voudrait remercier le Musée des Beaux-Arts pour le prêt de la salle. Ici, on est dans l'auditorium Maxwell Cummings. Je vous présente quelques intervenants tout de suite. D'abord, le ministre Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française et ministre responsable de la région de l'Estrie. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour. Je vais vous céder la parole dans quelques minutes. J'ai plusieurs personnes à présenter. Marie-Claude Champoux, qui est sous-ministre au ministère de la Culture et des Communications, bonjour. Et Daniel Dubé, qui est chargé de mission au Bureau du renouvellement de la politique culturelle. Bonjour à vous. Je voudrais saluer la présence de quelques personnes dans la salle avec nous. Anne-Marie Jean, qui est PDG du Conseil des arts et des lettres du Québec, est avec nous. Marie Collin, PDG de Télé-Québec. Les gens du comité conseil aussi, on a avec nous aujourd'hui Nadine Saint-Louis, Louise Sicuro et Sylvie Gamache. Du comité scientifique, Marie-Pierre Bousquet et Fernand Harvey. Je souligne également la présence de Mme Agnès Maltais, de l'opposition officielle du Parti québécois, et de la deuxième opposition, Mme Claire Sanson, de la coalition Avenir Québec. Je demanderai évidemment parmi les consignes de peut-être pas fermer vos sonneries, mais en tout cas à tout le moins mettre vos téléphones cellulaires en mode vibration. Vous aurez des occasions pour retourner vos messages au cours de la journée. Il y a une pause autour de 11 h et il y a l'heure du lunch à 12h30. On vous invite évidemment à rester toute la journée, si vous le pouvez, à revenir demain. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne pourront pas être là toute la journée, que le forum est diffusé sur le web via le site du ministère, donc à mcc.gouv.qc.ca/politique culturelle, ce qui explique la présence des caméras là, qui sont derrière vous et sur les côtés. Alors, on salue les auditeurs et les spectateurs qui nous regarderaient sur le web en ce moment. Je vous souligne donc que c'est en direct, mais aussi, si je ne me trompe pas, que ça va être présenté en différé. Vous pourrez y retourner si vous n'avez pas manqué quelques interventions. Alors, sans plus tarder, comme on dit, je vous présente Luc Fortin pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, M. Garneau. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait grandement plaisir de vous voir ici ce matin au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Moi aussi, je tiens à remercier le musée de son accueil. J'espère que vous avez passé un bel été. Un été rempli de découvertes culturelles, que vous avez également pris le temps de lire sur votre table de chevet notre nouvelle politique québécoise de la culture. Je ne vais pas reprendre les salutations, elles ont été faites par M. Garneau. Alors, je suis très heureux qu'évidemment l'ensemble des gens aient pu se déplacer ce matin. Mais salutations particulières à mes collègues de l'Assemblée nationale, Agnès Maltais, qui est ma critique en matière de culture au Parti québécois, et à Claire Sanson également, qui est ma critique en matière de culture à la coalition Avenir Québec. Je pense qu'on va faire la démonstration aujourd'hui que la culture, ça va au-delà des lignes partisanes, qu'on doit travailler ensemble. C'est un sujet qui rassemble les Québécois. Et puis, on a bien d'autres sujets pour nous chicaner. Alors, on ne prendra pas celui de la culture. Puis, on n'est pas à l'Assemblée nationale non plus. Alors, évidemment, je suis très heureux que les collègues des deux partis représentés à l'Assemblée nationale aient accepté notre invitation. Ils vont participer également au processus. Elles auront l'occasion de s'adresser à vous en fin de journée aujourd'hui. Et comme le disait l'animateur, il y a des pauses. Alors, tu vois, Claire, on a pensé à toi. Tu vas pouvoir aller fumer aujourd'hui. Alors, on ne voulait pas revivre l'épisode de l'année dernière au crédit. Alors, on a prévu du temps pour toi. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, c'est la suite logique du processus que nous avons amorcé l'année dernière. Plusieurs d'entre vous y avez participé. J'ai fait la tournée du Québec pour aller à votre rencontre, pour vous entendre avec les gens du ministère, du comité scientifique, du comité conseil également, qui ont été très, très présents, qui sont encore présents ce matin. Merci infiniment de tout le travail accompli. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer à travers le Québec 322 groupes. On a reçu également sur notre site web 2959 commentaires. Alors, on a eu une très, très forte mobilisation. Ça démontre l'engouement, l'intérêt des Québécois pour la culture et c'est une très, très bonne nouvelle. Et bien, depuis l'année dernière, évidemment, on a travaillé avec nos comités, avec les gens du ministère, avec les gens des sociétés d'État également, que je salue de leur présence ce matin, de leur participation
à nos travaux pour vous présenter ce projet de politique culturelle qui a été dévoilé en juin dernier. Alors, c'est un projet de politique, ce n'est pas la politique finale, ça je pense que j'avais été bien clair là-dessus. Et également, il n'y a pas de plan d'action, mais il y aura un plan d'action dans la politique finale, c'était là mon engagement, et le plan d'action sera déposé en même temps que cette politique finale. Et de là, la pertinence du forum d'aujourd'hui, parce que c'est là-dessus que je souhaite vous entendre sur vos recommandations afin qu'on puisse construire ce plan d'action-là ensemble, comme nous avons fait le projet de politique. Et puis, évidemment, les commentaires sont les bienvenus également sur le fond des choses, sur la politique. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises suggestions. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en mode écoute, nous sommes là pour vous et on souhaite construire justement cette politique finale-là qui sera déposée à l'Assemblée nationale, telle que je m'y étais engagé d'ici le mois de décembre, donc en 2017, comme je l'ai répété dans toutes les séances de consultation l'année dernière. Alors aujourd'hui, la parole, elle est vraiment à vous. Les gens qui nous suivent également sur Internet, vous êtes toujours les bienvenus jusqu'à la fin du forum pour compléter le formulaire en ligne et je peux vous assurer que tout est pris en considération. Alors, merci beaucoup de votre présence et j'ai très hâte de pouvoir échanger avec nos participants aujourd'hui. Voilà, on va prendre une dizaine de minutes, Monsieur le ministre, pour, dans un premier temps peut-être, oui, on va s'éloigner, prenez-le pas personnellement, le bon Dieu m'a fait avec des grandes jambes. Dans les grandes lignes, ce que la politique apporte de neuf. Bien, évidemment, et ça aussi, je l'ai dit beaucoup l'année dernière, on ne souhaitait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, la politique de 1992 a apporté beaucoup, mais l'environnement a beaucoup évolué depuis 1992, notamment l'avènement du numérique. Alors, on devait prendre en considération les nouvelles technologies, entre autres, dans le projet de politique et surtout dans le plan d'action qui est à venir. Alors, j'ai hâte d'entendre les commentaires là-dessus aujourd'hui. Mais non seulement l'environnement a évolué, mais le Québec a aussi beaucoup évolué depuis 1992 dans sa composition, dans sa relation avec les différentes composantes de la société québécoise. Je pense entre autres avec les Premières Nations, qui avait une place très, très timide dans la politique de 1992, qu'on a tenté de corriger dans le projet de politique actuel. Et également, le Québec est beaucoup plus diversifié qu'il était. Alors, on se doit de prendre ça en considération parce qu'on veut, et ce qu'on sait également, c'est que la culture, c'est le reflet d'une société. On veut que la culture québécoise soit le reflet du Québec en 2017. Les outils de diffusion et de communication ont beaucoup changé aussi depuis 1992. Alors, évidemment, ça a un impact. C'est un projet très vaste. Là, on ne prétendra pas en 10 minutes résumer en détail, mais on va aller dans les grandes lignes. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous souhaitez attirer l'attention? Bien, il y a un élément qui est très important pour moi. Je dirais que c'était la dominante des consultations l'année dernière. C'est toute la question du maillage entre la culture et l'éducation. J'en ai entendu parler dans toutes les séances de consultation, vraiment à la base de l'avenir de la culture, je pense, toute la question du renouvellement des publics, mais également de faire en sorte que nos jeunes soient davantage en contact avec la culture, soient plus informés, soient plus critiques, qu'on utilise davantage la culture comme outil de développement pédagogique dans nos écoles. Alors moi, comme ministre, mais aussi comme jeune père de famille, parce que j'ai 3 jeunes enfants, et la culture, elle est très présente à la maison. 3 jeunes enfants, je dois dire bientôt 4. Alors, on va faire en sorte, oui, on va faire en sorte de transmettre ça également à bébé numéro 4, comme on l'appelle pour l'instant, qui est encore sans identité parce qu'on ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. On le saura très bientôt. On est très curieux de le savoir. Mais ça demeure très important pour nous et on voit justement dans l'évolution de nos enfants l'impact qu'a la culture et on souhaite que ce soit tous les enfants au Québec qui puissent avoir accès à la culture. J'aimerais aussi vous entendre sur la place des artistes et des travailleurs de la culture à l'intérieur de ce projet-là. Absolument. Et évidemment, nos artistes, nos créateurs sont à la base de notre culture. Sans eux, il n'y aurait pas de culture au Québec. Je pense que c'était un peu le mantra de l'UDA lorsque je les ai rencontrés dans la tournée de consultation l'année dernière à Québec. Et vous voyez que j'ai bien retenu le message. Et évidemment, on parlait de toutes les nouvelles technologies. Ça a un impact également pour nos créateurs. Sur toute la question de la juste rémunération, la question des droits d'auteur est excessivement importante. Le gouvernement fédéral va réouvrir
la loi sur le droit d'auteur en 2017, comme le prévoit justement la loi, et on sera très actif dans ce dossier-là. Mais il n'en demeure pas moins que les enjeux qui touchent nos artistes sont importants. Alors, on a misé dans le projet de politique culturelle sur l'excellence et sur les conditions socio-économiques également de nos travailleurs culturels. Évidemment, il y a toujours la question du financement des institutions culturelles. Ça, je pense qu'on va en entendre parler, et avec raison aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre. Bien, c'est le nerf de la guerre, mais au-delà du financement direct des institutions, il y a également toute la question du filet social de nos créateurs. Et ça aussi, je suis très curieux d'entendre les interventions qu'on va avoir là-dessus aujourd'hui. Évidemment, la culture, ce n'est pas uniquement l'affaire des grands centres. La place de la culture sur tout le territoire du Québec, j'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, évidemment, c'est un sujet qui est excessivement important pour moi. Je suis un ministre des régions, un député de région, un ministre responsable de la région de l'Estrie. Alors, pour moi, la place de la culture chez nous, c'est très important. Et je peux vous dire que c'est la même chose dans toutes les régions du Québec, parce que ça aussi, partout en région, on m'en a parlé abondamment, sous plusieurs angles. Le premier angle, je vous dirais, c'était toute la question de l'équité dans le financement de la culture au Québec. Et moi, je l'ai dit très candidement, il y a du travail à faire de ce côté-là. Mais on ne le fera pas en déshabillant Montréal et en déshabillant Québec, qui vont demeurer des pôles de développement culturel, mais en même temps, des efforts supplémentaires à faire dans l'ensemble des régions du Québec. Et particulièrement celles qui sont à proximité de Montréal, on pourrait penser que c'est les régions éloignées qui souffrent de sous-financement. Mais je vois la députée d'Iberville qui est là. Bien, la Montérégie, historiquement, c'est la région la plus sous-financée par le ministère de la Culture, par les sociétés d'État qui sont sous ma responsabilité, et Laval également. Alors, vraiment, les deux régions qui sont à proximité de Montréal. Et moi, je me dis, la culture, ça fait partie des saines habitudes de vie. Les Québécois, peu importe où ils habitent, ils ont droit d'avoir accès à des infrastructures culturelles de qualité, à une vitalité culturelle. Nos créateurs ont le droit de créer partout où ils sont sur le territoire. Alors, il y a vraiment un effort là à refaire, et c'est pourquoi il y a des objectifs dans le projet de politique. Alors, oui, dans l'équité, dans les ressources qui sont octroyées, mais également, on nous a beaucoup sensibilisés au niveau des régions dans le fait qu'il faut arrêter de faire dans le mur à mur. Ce n'est pas toutes les régions qui sont pareilles au Québec, ce ne sont pas toutes les régions qui vivent les mêmes problématiques. Je pense particulièrement à l'Outaouais, en raison de sa proximité avec Ottawa, qui est quand même, il y a un pouvoir d'attraction sur le plan culturel également de ce côté-là. Alors, il y a des enjeux particuliers pour l'Outaouais, mais il y en a dans toutes les régions du Québec. Alors, il faut offrir plus de flexibilité aux régions, et là aussi, il y a un engagement très clair de la part du gouvernement dans le projet de politique. Bien, et la culture et la communication représentent sur le plan de l'économie 4,3 % du produit intérieur brut, donc c'est une place quand même très importante dans l'économie québécoise. Les objectifs là-dessus? Absolument, c'est 4,3 % du PIB, mais c'est 176 000 emplois au Québec. Alors moi, je dirais que le premier objectif aussi, il est dans le discours que nous tenons. Parce que oui, la culture a un apport identitaire important, un apport social très important, mais un apport économique excessivement important, puis on n'en parle pas assez. Et je pense que c'est justement en démontrant les répercussions économiques de la culture qu'on démontre que la culture, c'est véritablement un investissement, ce n'est pas une dépense. Alors, il y a ça. Ça, c'est le premier aspect, mais évidemment, il doit y avoir des gestes concrets. Et au Québec, on a un bassin de créateurs qui est très important pour 8 millions de personnes. Alors, si on souhaite maximiser les revenus pour nos créateurs, pour nos artistes, bon, on doit leur ouvrir les portes à l'international le plus possible. Et non seulement pour les créateurs, mais pour les entreprises culturelles. Mais en même temps, c'est certain que l'international, ce n'est pas la solution à tout. Ce n'est pas non plus tous les artistes, toutes les entreprises culturelles qui ont la capacité d'aller à l'international. Alors, on se doit de mieux les appuyer dans ces démarches-là, mais également de s'assurer qu'on puisse rayonner davantage ici même au Québec et dans toutes les régions, que l'éloignement ne soit pas une barrière à l'expression et à la diffusion de la culture au Québec. Il va y avoir des intervenants autochtones ici aujourd'hui, donc la place des Autochtones dans le projet. Bien, je pense que les nations autochtones occupent une place importante dans notre projet de politique. Vous voyez d'ailleurs, c'est le premier chapitre, alors on veut vraiment envoyer un message très clair de ce côté-là. Et ça fait suite, j'en ai parlé un petit peu tantôt du processus de consultation, mais il y a un processus très précis également pour les nations autochtones. On a eu une journée de consultation au Musée de la civilisation à Québec avec les différents chefs autochtones. On a eu de très bonnes suggestions, de très bons commentaires, et il y a eu 5 journées de consultation
avec les artistes autochtones sur l'ensemble du territoire québécois. C'est le CALQ qui a mené ces consultations-là. Et vous avez vu, il y a des engagements qui sont très précis également à l'égard des nations autochtones dans le projet de politique, parce que le processus de consultation est également plus avancé. Et je vous dirais que la grande préoccupation pour nos nations autochtones, c'est de pouvoir s'assurer que les langues autochtones vont demeurer vivantes au Québec et que les nations autochtones vont pouvoir transmettre cet héritage-là à leurs générations futures. Et on sait au Québec que la dimension linguistique, elle est très importante pour nous, pour notre culture. Alors, je pense qu'on peut bien comprendre ces inquiétudes et ces aspirations-là. Et pour ça, on va conclure avec ça sur les objectifs du forum qu'on démarre là, ce matin. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux dans 24 heures? Bien, évidemment, moi, je ne prétends pas que le projet de politique, il est parfait. Sinon, on ne ferait pas le forum aujourd'hui. Alors, il y a toujours place à amélioration. Je pense qu'on a démontré une bonne capacité d'écoute l'année dernière. J'ai vraiment l'intention de faire la même chose aujourd'hui. Et on a eu de très bonnes suggestions. Pour les grandes orientations l'année dernière, moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'on ait de très bonnes suggestions assez précises pour notre plan d'action aussi. Et je sens qu'on va demander également plus d'investissement, parce que 100% des groupes l'année dernière me l'ont demandé. Alors, et puis c'est tout à fait légitime, et puis les besoins sont illimités, et puis il y en a plein de projets, d'excellents projets qui nous sont présentés. On n'a pas toujours les moyens de pouvoir les soutenir, mais évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un effort supplémentaire sur le plan budgétaire de fait par le gouvernement avec la politique culturelle. Et en même temps, il va falloir avoir des priorités. Alors, comment on détermine ces priorités-là? Et lorsqu'on demande des sous de plus, bien, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter de plus pour le rayonnement de la culture au Québec et qu'est-ce que ça va amener pour l'ensemble des Québécois? Alors, c'est ce que j'attends un petit peu du forum aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Regardez, on a été très respectueux du temps, à 3 secondes près, fait qu'on va souhaiter que ce soit la tendance pour les 2 prochains jours. Vous pouvez aller retrouver merci votre à place. Vous. Alors, je demanderai aux gens du premier groupe, s'il vous plaît, de l'Union des municipalités, du réseau des conseils régionaux, de l'Institut culturel Avatak. Est-ce que Madame est là? On va l'appeler. Est-ce que Mme Kokiapik est dans la salle? Peut-être pas. Et du Rémi, si vous voulez venir vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, tout au long de la journée, les intervenants vont être invités par groupe de 4. Là, c'est 3 pour l'instant, mais en principe, c'est par groupe de 4 à faire leurs commentaires sur le projet de politique québécoise sur la culture. Vous allez avoir tous 5 minutes pour vous exprimer. Après les 4 interventions, on va prendre une dizaine de minutes. En fait, on va prendre 10 minutes précisément avec Monsieur le ministre pour échanger, faire des commentaires, des interventions, des réflexions. Il n'y aura pas de prise de parole des gens dans la salle. Si vous souhaitez mettre des commentaires ou des suggestions, vous êtes invité à le faire par l'entremise du sondage web qui est disponible sur le site du ministère de la Culture et des Communications. Donc, vous pourrez vous prononcer sur les 4 grandes orientations du projet politique et sur les priorités du plan d'action. Alors, encore une fois, si Mme Kokiapik arrive pendant qu'on bavarde, dirigez-la vers la scène, s'il vous plaît. Pour l'instant, elle ne semble pas être là. Donc, on va commencer avec Benoît Lauzon. Monsieur Lauzon, bonjour. Bonjour. Bonjour de l'Union des municipalités du Québec. Vous êtes membre du conseil d'administration et vous avez 5 minutes. Merci. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je participe aujourd'hui au nom de l'Union des municipalités du Québec à ce forum national. Pour commencer, j'aimerais souligner que l'Union des municipalités du Québec représente depuis près de 100 ans les municipalités de toutes les tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer à l'échelle nationale un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle des élus municipaux. Ses membres représentent plus de 80% de la population et du territoire québécois. L'UMQ a pris connaissance du projet de politique, notamment l'orientation 3, qui concerne plus particulièrement les municipalités et la relation entre culture et territoire. En juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté une loi reconnaissant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et redéfinit les relations de l'État avec les municipalités sur des nouvelles bases.
Dans son préambule, elle reconnaît que les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement durable. Dans l'ensemble, nous accueillons donc favorablement l'orientation 3, dynamiser la relation entre culture et territoire et les objectifs qui y sont associés. Nous manquons toutefois de détails pour apprécier réellement certains des objectifs présentés dans le projet de politique. Par exemple, le gouvernement prend acte de l'engagement des instances municipales à investir en culture. Mais quelle forme prendra le soutien du ministère à ce sujet? Rappelons que le ministre s'est engagé en avril dernier à conclure à nouveau des ententes de développement culturel sur 3 ans, comme l'UMQ le demandait. Pourquoi n'en est-il pas question dans le projet de politique? Il s'agit pourtant d'un outil essentiel pour les municipalités. À notre avis, il faudrait que la politique réaffirme l'importance des ententes de développement culturel pour la vitalité de la culture et des territoires. Par ailleurs, l'UMQ salue l'engagement du ministre de renforcer avec la capitale nationale, la métropole et les municipalités un partenariat coopératif, souple et durable pour la mise en œuvre des objectifs nationaux en culture, et ce, dans le respect des priorités locales et régionales. Ce respect est une condition essentielle. Il s'agit là de l'esprit de nouvelles relations qui doit s'établir entre l'État et le gouvernement de proximité. Malheureusement, cela ne s'est pas fait sans heurts dans le passé, notamment lors des négociations des ententes de développement culturel. En effet, plusieurs municipalités ont l'impression que leur projet devrait cadrer avec les priorités du ministère au lieu de l'inverse. Dans le contexte de la nouvelle relation Québec-municipalité, l'UMQ s'attend donc à ce que le cadre de référence pour les ententes de développement culturel qui doit être discuté cet automne s'appuie sur les priorités locales. La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel posent également d'immenses défis. Encore là, nous manquons de détails dans le projet de politique pour pouvoir commenter. Il serait intéressant que nous ayons des discussions en amont pour préciser la proposition d'intégrer la conservation des biens patrimoniaux au processus d'aménagement du territoire. Il faudrait en effet discuter avec le ministère pour identifier des leviers efficaces, particulièrement des mesures fiscales, pour obtenir le partenaire engagé dans la conservation de notre patrimoine. C'est là que le sens d'une relation entre 2 ordres de gouvernement qui travaillent au bénéfice du même citoyen. Enfin, je terminerai sur ce point. La politique devra être accompagnée d'un plan d'action et de ressources financières à la mesure de nos ambitions. L'UMQ offre sa collaboration pour travailler avec vous et identifier les meilleures actions qui permettront de donner vie aux orientations contenues dans la future politique. Merci de votre attention. Merci à vous, M. Lauzon. Je demanderai maintenant à Éric Laure, qui est président des conseils régionaux de la culture, de prendre 5 minutes. Monsieur le ministre, donc bonjour à tous. Je salue particulièrement mes collègues des régions, donc de Montréal et de Montérégie. Donc, le projet de politique culturelle témoigne de l'écoute du ministère et du comité qui a eu lieu lors des consultations de l'an dernier. Le réseau Québec Culture, qui réunit des conseils de la culture, accueille favorablement l'ensemble des orientations et, comme tous les intervenants qui vont passer aujourd'hui, on a de très grandes attentes à l'égard du plan d'action et aussi des moyens que le Québec va se donner pour réaliser un plan d'action ou une politique aussi ambitieuse et inclusive. Nous saluons particulièrement l'engagement de l'État à l'égard des artistes et des travailleurs culturels, tant dans le soutien à la création que dans la volonté d'améliorer les conditions socio-économiques. À ce niveau-là, je pense que notamment le CALC devra être doté des moyens importants qui vont permettre à ce que les créateurs obtiennent une juste rémunération pour leur travail. On salue aussi l'engagement à l'égard des Autochtones qui enrichissent le tissu social de nos régions.
On salue les préoccupations concernant l'accès et la participation des jeunes à la culture. Vous savez que c'est un enjeu qui est important pour notre réseau. On a tenu des forums dans chacune des régions du Québec. On a tenu un forum national en septembre dernier. Et c'est une préoccupation qu'on a vue qui se manifeste partout. Et on salue l'ensemble de l'orientation 3 qui vise à dynamiser les relations entre la culture et le territoire. Concernant d'ailleurs cette orientation, nous proposons certains ajouts et modifications. Au niveau du portrait qui est fait des régions, on croit que ça aurait tout avantage à être nuancé. S'il est vrai que la problématique du vieillissement de la population et de la dévitalisation s'applique à certaines régions, c'est tout le contraire pour certaines autres. Donc, il y a des régions qui sont des foyers de créativité et d'innovation et qui sont détentrices d'expertise, et je pense qu'il faudrait le souligner dans le portrait qu'on fait des régions dans la politique. Aussi, lorsqu'on parle du principe d'équité guidant le soutien à la création et à la production, on croit aussi que la notion de territoire et de région devrait aussi être incluse dans cette notion d'équité. Il en est de même pour la formation initiale, qui devrait être déployée dans des conditions équivalentes sur l'ensemble du territoire du Québec. Nous proposons aussi de revoir l'ensemble de l'offre de services de proximité, et non pas seulement celle du ministère ou de l'État, pour mieux répondre aux besoins particuliers de chaque région, notamment par le biais des pôles d'expertise et d'intervention en culture que sont les conseils régionaux de la culture. Un point important aussi, Monsieur le ministre, nous réitérons l'importance de maintenir et de conserver un niveau d'intervention au niveau régional. Le projet de politique suggère de soutenir les municipalités et les MRC, mais nous croyons que l'intervention au niveau régional est le meilleur niveau pour réussir pour certains enjeux, certains dossiers, notamment celui du soutien à la création et des dossiers comme notamment le tourisme culturel. Donc, ce serait important de maintenir notre capacité, notre volonté collective de travailler au niveau régional. Si on revient maintenant au niveau de la question des jeunes, comme je l'ai mentionné, le réseau des conseils de la culture a tenu des consultations partout au Québec et des forums partout, et on a constaté un large consensus. Une des grandes conclusions ou un des grands concepts qui était amené avec ces forums-là, c'est qu'il faut maintenant placer la culture comme une saine habitude de vie au Québec. Et on souhaiterait que la politique le mentionne nommément, que le Québec se convie ou se donne l'obligation ou l'engagement de positionner la culture comme une véritable saine habitude de vie pour les jeunes du Québec. En conclusion, comme l'ensemble du milieu culturel, nous avons des attentes énormes à l'égard du plan d'action et des moyens. Nous sommes persuadés que vous allez mettre les moyens pour réussir ce plan d'action-là. On pense aussi, lorsqu'on se donne les moyens, il faut que ces moyens-là soient indexés d'année en année pour éviter que la culture retombe dans un cycle permanent de crise, de sous-financement, lorsque les moyens ne sont pas indexés. Et le Réseau Québec Culture et ses membres se réaffirment comme partenaires de première ligne pour vous seconder dans la mise en œuvre des objectifs sur tout le territoire du Québec. Merci. Voilà. Merci, M. Laure. M. Roy, Martin Roy, qui est président directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux. Je vous cède la parole. Merci. Alors, Monsieur le ministre, Mesdames les députés, Mesdames et Messieurs, d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, d'avoir invité le regroupement des événements majeurs internationaux à ce forum. Compte tenu du peu de temps qui m'est imparti, vous me permettrez d'aller droit au but en vous parlant très directement des liens qui existent ou qui n'existent pas en ce moment dans ce projet de politique culturelle avec les festivals et les événements, tout spécialement ceux que je représente. Vous vous rappellerez que le Rémi a soumis l'an dernier un mémoire et que nous vous avons rencontré à cet effet votre prédécesseur, Mme Louise Baudouin, présidente de notre conseil d'administration, et moi-même. Ce mémoire comprenait 9 recommandations visant à développer l'industrie que constituent de nos jours les festivals et événements. Mais par-dessus tout, je crois qu'on peut dire que l'idée maîtresse du mémoire était que les festivals et les événements sont à la recherche d'une forme de reconnaissance de leur rôle, de leur importance au sein de la culture québécoise. Et pour l'instant, cette reconnaissance ne se trouve pas dans le projet de politique présenté. Le mot « festival » apparaît bien 3 fois au document, tantôt dans une citation de l'UDA, tantôt entre parenthèses. Il est par ailleurs question des festivals et manifestations culturelles en tout genre en page 18, mais ce n'est qu'en guise d'introduction à l'orientation 2.
Nous comprenons bien que le projet de politique élabore de grands objectifs et qu'il sera suivi d'un plan d'action très concret. Qu'il ne s'agit donc pas de nommer ici toutes les disciplines ni toutes les formes de diffusion, mais compte tenu, je le rappelle, de l'importance considérable des festivals et événements au Québec, ça m'apparaît un peu incongru qu'il n'y ait aucune affirmation claire quand on sait que près d'un spectacle sur 10 présenté en salle au Québec l'est dans le cadre d'un festival et que ce chiffre, ou la proportion, en fait, grimperait considérablement si on pouvait inclure tout ce qui est présenté en extérieur, ce qui n'est pas comptabilisé par l'Observatoire de la culture, peut-être justement parce que c'est trop gros, trop imposant. Et donc, en somme, c'est le plan d'action qui nous permet encore d'espérer et que nous attendrons avec impatience. Parce que lorsqu'on regarde attentivement les orientations, les axes et les objectifs du projet de politique, on trouve bien une parfaite adéquation avec les festivals et les événements au Québec, que ce soit à l'égard de la langue française, pensons notamment au rôle des Francopholies de Montréal ou au Festival d'été de Québec, que ce soit en lien avec les Autochtones, quand on pense à la présence autochtone ou à différents powwows en tant que facteur de rapprochement entre les nations autochtones et la nation québécoise, que ce soit en lien avec la diffusion culturelle sur tout le territoire, sachant que les festivals, petits et grands, sont effectivement aux quatre coins du Québec, mais aussi surtout de l'accès à la culture, de la démocratisation de la culture, en prenant en considération le fait que plusieurs festivals et événements sont présentés gratuitement et à peu de frais. Que ce soit en lien avec le rayonnement international, lorsqu'on sait que nos festivals et événements rayonnent dans la presse étrangère, qu'ils comptent des volets professionnels importants et permettent des maillages avec le monde entier, qu'ils constituent aussi une forme de diplomatie culturelle auprès des touristes. Que ce soit évidemment en ce qui a trait à l'entrepreneuriat culturel et au développement économique du Québec, quand on connaît l'importance des retombées, quand on sait maintenant que le Festival international de jazz de Montréal rapporte plus au fisc québécois que la F1, qui a pratiquement autant de retombées économiques avec un investissement public infiniment moindre. Alors, en ce qui nous concerne, si je peux synthétiser ça un peu grossièrement, Monsieur le ministre, ça demeure extrêmement prometteur que cet exercice, mais on va continuer d'allumer des lampions pour la suite des choses. Et on va espérer que les festivals et événements soient identifiés très souvent au plan d'action comme véhicules pour atteindre les différents objectifs. Et évidemment, on va souhaiter que la mise en œuvre de la politique s'accompagne d'un important rehaussement des moyens, des ressources qui sont consenties à la culture. Sans plus d'argent, malheureusement, il n'y aura pas de développement. Également, Monsieur le ministre, on sait que le gouvernement canadien va lui aussi présenter une politique culturelle incessamment et que la réalité sur le terrain, c'est que la québécoise et la canadienne, ça va former un tout qu'on espère cohérent et complémentaire. Et on note dans le projet actuel qu'il n'est pas question du gouvernement fédéral, de celui que vous souhaitez qu'il joue, en vertu de quelle balise, bien qu'il soit question des autres niveaux de gouvernement que sont les MRC et les municipalités. Je peux vous dire que nous, on aimerait enfin qu'il fasse davantage sa part pour financer notre industrie. La question se pose donc, est-ce que le gouvernement du Québec a lui aussi des exigences quant à l'intervention du fédéral en culture et est-ce que ces exigences devraient figurer dans le projet de politique? Finalement, je veux terminer en disant que toute cette politique ne pourra se concrétiser si, dans le cadre des renégociations de l'ALENA ou d'autres accords internationaux, on ne s'assure pas que l'exception culturelle prévale, ce qui est autorisé par ce formidable outil qu'est la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Je pense que, comme tout le milieu culturel, nous avons raison de craindre les répercussions des renégociations et l'impact qu'elles pourraient avoir sur le système actuel, incluant les subventions aux entreprises culturelles dont font partie plusieurs festivals et événements. Alors voilà notre réaction au Rémi, Monsieur le ministre. Merci, M. Roy. Je lance un dernier appel à Rhoda Kokiapik. Est-ce qu'elle est dans la salle de l'Institut culturel Avatak? Non. Alors, écoutez, on va non. Bien, alors on va commencer tout de suite l'échange. Monsieur le ministre, si vous avez questions, réflexions, commentaires, la parole est à vous. Absolument. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à vous trois pour votre présence ce matin, pour vos commentaires, votre participation à nos travaux. Vous avez encore de très bonnes suggestions, vous soulevez de très, très bons points. On va avoir la chance de discuter ensemble de toute la question du développement de la culture sur l'ensemble du territoire. Je pense que c'est un peu le thème qui vous regroupe tous les trois. Effectivement, au mois d'avril dernier, j'ai annoncé notre intention, en fait, notre volonté de reconduire des ententes de développement culturel sur 3 ans. Alors, ce n'est pas juste un engagement, on le fait déjà pour l'année en cours. Il y a plusieurs nouvelles ententes sur 3 ans qui sont signées
avec les municipalités du Québec. Et pour les CRC, on a eu également une annonce qui était beaucoup demandée dans les consultations l'année dernière à Laval pour le financement du Conseil régional de la culture de Laval, alors qu'il était le seul qui n'était pas financé par le ministère de la Culture. Nous avons mis fin à cette injustice-là maintenant par une somme à hauteur de 170 000 par année. Mais au-delà de ça, j'en ai parlé dans mes remarques d'introduction, on souhaite offrir beaucoup de flexibilité aux régions pour le développement de la culture, que chaque région ait sa propre couleur. C'est un peu mon intention et c'est ce que je disais également l'année dernière. Maintenant, les ententes de développement culturel, c'est une bonne façon de le faire. Pas un processus qui est parfait. On a reconduit pour la question du financement, mais sur la négociation ou en fait le cadre de négociation, qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement améliorer ces ententes de développement culturel-là? Parce que vous avez émis certaines réserves à l'UMQ là-dessus. Et je pense que ça demeure quand même légitime de la part du gouvernement d'avoir certaines orientations nationales. Comment on peut concilier tout ça avec les aspirations locales et aussi avec les aspirations régionales, comme le soulignent les conseils régionaux de la culture. Ensuite, une question pour vous trois. Je vais avoir des questions pour l'ensemble des intervenants. OK. Au niveau de la politique culturelle, il y a beaucoup de soutien financier qui peut venir, surtout sur la créativité. Mais on sait que dans différentes régions du Québec, ça peut être difficile de partir de nouveaux projets. Fait qu'il faut s'assurer de soutenir ce qui est en place dans différentes régions. Au niveau de l'entente sur 3 ans, nous, c'est extrêmement important. Au niveau municipal, on travaille, là, le livre blanc l'explique bien. On fait un lien entre le développement humain et le développement urbain. La culture en fait partie. Ça fait partie de notre développement économique. Puis, il faut le faire avec une vision à long terme. Fait que ça prend des engagements à ce sens. Ça prend des engagements aussi, là, je reviens au niveau financier. Je pense que il faut être clair au niveau de la politique, quel genre d'engagement le ministère va prendre. Est-ce que c'est à 50% des projets qui vont être déposés? Mais il faut que ça soit établi de façon... Est-ce que c'est un... Je vous interromps, je m'excuse, mais est-ce que c'est un processus à sens unique? Est-ce qu'il doit y avoir juste des engagements pour le ministère et qu'il n'y en a pas pour les villes? Non, il y en a pour les villes. Les villes s'engagent déjà, on soutient énormément d'argent. Les villes sont prêtes à continuer à mettre de l'argent. Je pense qu'on peut, quand on parle de gouvernement de proximité, les gens cognent chez nous en premier, mais il faut être partenaire dans le développement culturel au Québec, autant le milieu municipal que le gouvernement du Québec. Fait qu'on doit travailler ensemble. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire rayonner l'ensemble du territoire québécois. Monsieur Laure. Je vais y aller. Donc, je l'ai souligné tantôt, moi, je pense qu'on doit maintenir et on doit bonifier l'intervention au niveau municipal et au niveau de la MRC, mais il y a vraiment un niveau régional qui est gagnant. On a parlé tantôt de la création au niveau du tourisme culturel. On parle aussi au niveau identitaire. Il y a des identités régionales. On parle de Gaspésiens, on parle des gens de la Mauricie. Donc, il y a une identité régionale qui doit être soutenue. Donc, je pense que le niveau d'intervention régionale est important à ce niveau-là aussi. Très bien. Ben, je peux peut-être juste ajouter sur les instances municipales et régionales, qu'en ce qui nous concerne, ce sont des partenaires extrêmement importants dans le domaine des festivals et événements, notamment, c'est sûr, Montréal et Québec particulièrement, mais les autres villes aussi. On pense au rôle que joue, par exemple, Drummondville au Mondial des cultures de Drummondville ou Saint-Jean sur le Richelieu avec les Montgolfières. Donc ça, c'est des partenaires extrêmement importants. Et je dois aussi saluer ce qu'a fait votre collègue ministre du Tourisme récemment, c'est-à-dire en incitant les ATR, enfin, les forçant, les obligeant à investir dans le produit touristique, donc une partie des recettes de la taxe d'hébergement. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on veut voir un peu partout sur le territoire. Très bien. Merci beaucoup. Une autre question pour vous, toute la question justement de la relation entre la culture et le territoire. On souhaite que la culture québécoise rayonne partout, mais pas seulement la culture montréalaise et la culture québécoise au sens de la ville de Québec dans nos régions. On veut que la culture des régions rayonne partout dans les autres régions, incluant dans les centres urbains. Alors, ce n'est pas un processus à sens unique. Et justement, comment on peut, dans notre plan d'action, s'assurer que nos créateurs, nos artistes en région vont avoir leur place au soleil à Montréal et à Québec, peut-être notamment via les festivals et événements. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire
dans notre plan d'action pour atteindre cet objectif-là? Moi, je dirais le premier niveau, c'est de s'assurer qu'il y ait des conditions de pratique qui permettent aux créateurs de vivre dans une région, de créer des œuvres, et ensuite de ça, on peut penser qu'ils vont pouvoir les diffuser à l'extérieur. Puis c'est certain que, sur le fond, on a le souhait que les œuvres qui soient créées dans une région puissent voyager entre d'autres régions. Puis c'est sûr que si on constate actuellement que ça ne se fait pas très naturellement, qu'il y a des obstacles, notamment financiers. Puis moi, je pense que c'est en se dotant d'une stratégie pour la circulation des œuvres entre les régions, on serait capable d'atteindre des objectifs. Et qu'il y a des gens qui ont cette responsabilité-là de faire circuler ces œuvres-là. Mais en général, en tout cas dans le domaine des festivals et événements, je pense que plus il y aura de ressources pour la programmation, pour le produit lui-même, la qualité de la programmation, l'étendue de la programmation va être important aussi. Et donc, ça va favoriser la diversité. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui embauche, dans le cadre d'un festival, un artiste sur la base de son origine régionale ou enfin de ces critères-là. Mais disons qu'indépendamment de ça, plus il y aura d'artistes québécois et plus la programmation sera étendue, forcément, je pense que par la bande, ça va favoriser les talents, qu'ils soient régionaux ou non, là. Il y a dans beaucoup de régions là, des centres culturels qui s'établissent en région. Puis je pense qu'il doit y avoir un lien qu'on doit être capable d'établir entre ces instances-là. Moi, si je parle de la région, moi, je viens de la région de l'Outaouais, puis je pense qu'on a déjà énormément d'artistes. On rayonne beaucoup chez nous. Puis je pense que c'est à ce niveau-là qu'on devrait le faire. Très bien. Il nous reste 2 minutes. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment l'organisation de nos services sur le territoire, parce que ça a été beaucoup soulevé l'année dernière. Les gens ont beaucoup salué le travail des directions régionales du ministère de la Culture. Je veux juste réitérer aujourd'hui qu'elles sont là pour rester. Mais en même temps, suite à la création du CALC et de la SODEC, il y a eu plusieurs effets positifs. Mais peut-être un effet négatif, c'était le fait qu'il y a moins de services en région pour nos clientèles qui sont des clientèles, en fait, du CALC et de la SODEC. Alors, on disait qu'il faudrait avoir davantage une vision 360 degrés dans l'offre de services en région. Alors, je veux voir avec vous, dans le plan d'action que nous allons mettre en place, qu'est-ce que vous souhaitez pour les services qui sont offerts par le ministère de la Culture et les sociétés d'État dans l'ensemble des régions du Québec? Lorsqu'on parle de la vision 360, c'est une vision évidemment qu'on partage. On souhaite que le ministère de la Culture, lorsqu'il s'exprime dans les régions, il s'exprime pour l'ensemble de la vision gouvernementale. Notamment lorsqu'il est question des négociations avec le monde municipal. C'est certain que lorsqu'on approche une instance municipale et qu'on parle d'un segment de la culture seulement, certains élus ont l'impression d'avoir couvert l'ensemble du spectre culturel. Puis donc c'est sûr que je pense que ça nous semble plus rationnel qu'il y ait une approche justement 360 dans ces négociations-là d'entente avec le monde municipal. Très bien. Monsieur? Juste peut-être un petit détail. Nous, la problématique, on l'a vécu, mais malgré ce vice de fonctionnement-là, le CALC a toujours été très présent dans les régions via des ententes de coopération avec les conseils de la culture et avec une action soutenue pour les régions, mais ça n'a pas été le cas avec la SODEC. Puis c'est un irritant majeur qui devrait être corrigé. Il faut s'assurer que la SODEC joue son rôle sur l'ensemble du territoire du Québec. Moi, je n'ai pas de récrimination à cet égard, honnêtement. Puis je vois que les membres du RIMI, enfin, travaillent adéquatement avec la SODEC pour la plupart et quelques-uns avec le CALC. Et partout au Québec, hein, vous savez, on a des membres au Saguenay, on a des membres, en Abitibi, ce week-end, c'était le Festival de musique émergente d'Abitibi-Témiscamingue qui démontre effectivement la possibilité d'avoir des manifestations culturelles importantes aux 4 coins du Québec. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, messieurs. Je demanderai aux intervenants du groupe 2 de se déplacer vers la scène. Monsieur le ministre. Merci.
Et pendant que j'ai 30 secondes, je vais juste vérifier. Je suis un gars de radio. Le son m'importe beaucoup. Dans le fond, est-ce que vous entendez bien et le ministre et les intervenants? Parfait. Très bien. On va en avoir toute la journée. On construit le Québec. C'est ça, il y en a partout. Ah non, oui, ils n'ont pas été changés, par exemple. La mienne, je t'occupe. Parce que les verres d'eau ne sont pas changés. Madame Préjean voudrait... Celui qui est à votre gauche n'a pas été utilisé. Celui qui est à ma gauche, ils ont tous de l'eau. Ça a l'air d'être déjà utilisé. On veut bien économiser, mais quand même. Il y a des limites. Ce ne sera pas long. Il y a une limite à la Est-ce que ça commence? Oui. Excusez-moi. Non, je vous en prie. C'est normal. L'élément essentiel. Bien, absolument. On était tous d'accord. Merci infiniment. Merci. Alors, est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste. Ça en prend. Merci. Le pichet aussi. Bien. Alors, on va d'abord entendre du groupe 2, Sophie Préjean, présidente de l'Union des artistes. Vous avez 5 minutes, Madame Préjean. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur le ministre, Bonjour. chers collègues et partenaires, les Québécois aiment leurs artistes et ils aiment leur culture. Les Québécois reconnaissent l'importance fondamentale des arts et de la culture dans la construction de notre société, de notre identité et dans le rayonnement du Québec. C'est déjà un excellent point de départ. On n'est pas en train de vendre une idée, elle est déjà vendue. 5 minutes, c'est trop peu pour faire le tour de nos propositions, alors nous vous remettons la suite de notre mémoire de l'an dernier, « Pas de culture sans artistes », et la suite s'intitule « Pour que les pas suivent la voie ». Nous y avons rassemblé des pistes d'action concrètes que le gouvernement devrait, à notre avis, inclure dans le plan quinquennal et dans le cadre budgétaire qui ont été annoncés. Le projet « Partout la culture » fait un très bon pas dans la bonne direction. La place centrale consacrée aux Français, l'attention aux langues ainsi qu'aux arts autochtones, la volonté d'améliorer les conditions socio-économiques des artistes, bien évidemment, le rapprochement souhaité entre l'éducation et la culture, vous en avez fait état tantôt, et l'engagement à promouvoir l'exception culturelle sont autant d'éléments positifs. Toutefois, nous restons dans l'expectative en ce qui a trait au numérique, alors que le projet de politique ne rend peut-être pas justice à l'immense complexité des enjeux du numérique. Je vous invite donc à lire notre document, mais j'aimerais profiter des quelques minutes que j'ai pour aborder quelques points en particulier, 4 points, 4 gros points. Il y en a plus que ça, mais quand même. Premier point, évidemment, la condition socio-économique des artistes. Il y a 8 500 membres à l'Union des artistes. Bon an, mal an, il y en a 2 500 qui n'ont pas de revenus annuels. Nous parlons donc d'un 6 000 artistes. Sur ces 6 000 artistes-là, 75 % gagnent moins de 20 000 $ par année. Ce n'est pas suffisant et ce n'est pas acceptable. 2 possibilités. La loi sur le statut de l'artiste, vous la connaissez autant que moi. La loi a 30 ans cette année, ce sont nos homologues qui l'ont créée il y a 30 ans, Mme Dacon, M. Turgeon. C'est un outil formidable, mais elle est imparfaite. Elle est trop souvent contournable. On parle de filet social des artistes ici. Et elle ne tient pas compte de certains enjeux actuels, dont le numérique. Donc, nous croyons qu'elle devrait être révisée. Deuxième point, les auditions. Quand les budgets de production, peu importe la scène, l'audiovisuel, sont compressés, on veut garder l'argent à l'écran ou sur la scène, ce qui est tout à fait normal. On passe certaines données extrêmement importantes, dont la pré-production. La pré-production, ce sont les auditions. C'est un tout petit mot simple. Les auditions pour les artistes sont un moment de faire valoir leur potentiel et leur talent. Si cet élément-là est omis,
nous n'avons plus accès au travail. Il y a une caste de gens, à peu près 300 artistes à l'Union des artistes qui gagnent très, très bien leur vie. Il n'y a plus de classe moyenne. On passe directement à ceux dont j'ai parlé précédemment. Il y a des enveloppes qui pourraient être dédiées. Il y a des moyens assez simples qu'on pourrait le faire. Des enveloppes dédiées. Bref, peut-être une façon de... Parce que ça a une définition, un premier rôle et un deuxième rôle à l'Union des artistes dans nos ententes. Peut-être un pourcentage, une proportion. Bref, il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas oublier qu'une audition, c'est une façon de provoquer des rencontres entre des diffuseurs, des producteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène et des artistes. Sans ça, on ne provoque pas les rencontres. La diversité, ça vous tient à cœur autant que moi. Comment faire en sorte qu'on puisse voir le potentiel de la diversité si on ne les voit pas précédemment en audition, s'ils n'ont pas accès à ce pouvoir-là? Deuxième point, l'accès à la création. L'importance accordée à la dimension territoriale du projet Partout la culture, c'est intéressant. Partout la culture, pour tous. Évidemment, dans le respect des droits des artistes. Troisième point, nous croyons que le gouvernement du Québec doit assumer un leadership et se positionner à l'avant-garde des débats de la culture pour protéger les artistes et la création d'ici. C'est pas l'agenda n'est pas du tout pas chargé à l'international, particulièrement avec la renégociation de l'ALENA, vous le savez sûrement. Et enfin, le dernier point, les montants qui seront investis. Évidemment, vous allez entendre toutes sortes de choses. Nous, à l'Union des artistes, on propose que le gouvernement du Québec s'engage à consacrer aux arts et à la culture chaque année une portion déterminée de la hausse annuelle des dépenses totales du gouvernement. Nous croyons que cette proportion devrait être autour de 2 %. Si ça avait été le cas cette année, le ministère de la Culture aurait reçu un peu plus de 60 millions de dollars, contrairement aux 10,5 millions qu'il a reçus cette année. Nous regardons en avant et nous attendons un engagement honnête de la part du gouvernement à l'égard d'un financement durable. Nos propositions sont détaillées dans le document que je vous déposerai. Il sera aussi publié sur le site Web de l'Union des artistes. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Préjean. Je donne la parole maintenant à Guy Rogers, qui est directeur général de English Language Arts Network. Merci. Monsieur Rogers. Bonjour, Monsieur le ministre et tout le monde. Ce matin, je ne vais pas aborder la politique culturelle dans tous ses détails parce que les préoccupations des artistes anglophones sont assez semblables à celles de nos collègues francophones. Je vais simplement dire quelques mots sur les enjeux d'importance à tous les artistes anglophones. Et ils tournent autour de la langue. Pendant les années, nous avons affirmé l'importance du français comme langue publique et langue de travail. Si on est tous capables de parler en français dans l'espace public, on devrait pouvoir accepter l'usage d'autres langues dans la vie privée. Le mois passé, on a commémoré le 40e anniversaire de la loi 101. Nous avons tous lu des commentaires et des chroniques, mais probablement pas du même optique, dépendant de nos langues maternelles et nos couleurs politiques. Je vais citer 2 exemples. Mathieu Bocoté, la loi 101 ne concernait pas seulement la langue publique, comme le disent ceux qui, aujourd'hui, veulent l'aseptiser. Mario Dumont, pour un bon nombre d'enfants de la loi 101, le français appris à l'école est excellent, souvent sans le moindre accent. Le français fait partie de leurs compétences utiles sur le marché du travail, mais à la maison, la vie se passe en anglais. Ce n'est pas mon intention de suggérer que ces défenseurs de la langue française exagèrent ou qu'ils ont tort. Je veux simplement souligner qu'il y a toujours des gens qui voient la langue anglaise et ceux qui la parlent trop bien ou trop souvent, même dans la vie privée, comme un problème pour le Québec. À l'automne dernier, quand j'ai fait une présentation sur la nouvelle politique culturelle, j'ai fait remarquer qu'aucun des documents de travail ne mentionnait les artistes anglophones ou la langue anglaise, sauf indirectement comme un problème à résoudre. J'ai aussi mentionné que j'avais entendu dire qu'il y avait un malaise au ministère à propos des moyens pour soutenir la culture anglophone sans avoir l'air d'affaiblir la culture francophone. Au printemps de cette année, quelques regroupements anglophones ont été invités à échanger avec l'équipe de rédaction de la nouvelle politique culturelle. L'équipe voulait savoir comment on souhaitait voir notre communauté présentée dans le document. Mais le but de l'exercice semble être surtout de préparer nos attentes pour un appui assez modeste et minimal. Pour moi, personnellement, je crois que la formulation choisie représente un effort sincère d'affirmer la place d'artistes anglophones dans la vie culturelle au Québec.
Néanmoins, d'autres artistes anglophones qui n'avaient pas eu leurs attentes préparées pour le pire ont trouvé, eux, que l'affirmation était bien faible et un net recul par rapport à la déclaration faite dans la politique culturelle de 1992. Et pourtant, j'ai aussi entendu dire que d'autres trouvent que la version 2017 cède trop de place à la culture anglophone. Alors, si les anglo-fanatiques ne sont pas contents et si les défenseurs irréductibles de la culture francophone ne sont pas contents, est-ce que ça démontre que la nouvelle politique culturelle a atteint le juste milieu? Peut-être. Ou peut-être que chaque lecteur peut interpréter le texte selon ses intérêts personnels. Et c'est de ça que je voudrais parler dans les quelques secondes qui me restent. Comment est-ce que la nouvelle politique sera interprétée? Et comment le plan d'action sera-t-il mis en œuvre? Ces questions sont particulièrement importantes quand il s'agit d'une situation aussi volatile que la langue anglaise au Québec. D'un côté, il y a des Anglos qui se sentent un peu isolés, mal compris et parfois mal aimés, ce qui les rend frileux et même, à la limite, un peu parano. De l'autre côté, il y a des collègues francophones qui nous regardent à travers le miroir des deux solitudes. Pour eux, c'est souvent pas clair ce qui se passe de l'autre côté. Ou bien alors, le monde anglo est totalement de la terra incognita. Cette manque de connaissances est un problème, par exemple, quand il y a un jury où aucun des membres ne connaissent les artistes anglophones en question, ni leurs œuvres. Avec le système actuel, il y a des problèmes au calque et à la SODEC qui ont besoin d'être corrigés. Il y aura d'autres problèmes et malentendus qui arriveront avec la nouvelle politique culturelle. Alors, il faudrait avoir de nouveaux mécanismes pour entendre ces problèmes et de corriger ces erreurs. Merci de votre écoute. Il me reste 32 secondes. Félicitations, M. Rogers. Vous pouvez les prendre si vous voulez. Hein? Bien, merci, M. Rogers. J'invite maintenant Christine Bouchard, directrice générale de AMPIS, le regroupement national des arts du cirque, à prendre la parole. Alors, bonjour à tous. D'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, de cette invitation. C'est très apprécié de pouvoir s'exprimer. Je tiens aussi à rappeler que les retombées d'une politique culturelle comme celle du gouvernement du Québec souhaite mettre en place sont majeures sur l'affirmation de notre identité, notre rayonnement local, national et international, notre capacité d'attraction touristique, le soutien aux créateurs et aux arts, ainsi que l'accès et la participation des citoyens à la vie culturelle. D'entrée de jeu, nous tenons à souligner la qualité de cette nouvelle politique culturelle. Nous sommes d'accord avec les grandes orientations et son contenu dans l'ensemble. Toutefois, bien que nous sommes heureux de voir apparaître les arts du cirque dans le texte de la politique, nous souhaiterions qu'une définition des arts et de la culture soit intégrée dès le préambule afin que tous s'y reconnaissent. Nous aimerions également qu'il y ait une mention dans le texte sur la notion de pluralisme des disciplines artistiques, étant donné que le secteur culturel est un amalgame de plusieurs disciplines disposant de différents contextes de travail, de création, de production, de diffusion, ainsi que des marchés très distincts. Il importe que les disciplines artistiques soient pleinement reconnues, distinctement, équitablement et de manière durable. C'est ça aussi un enjeu de pérennité et de diversité culturelle. Le secteur des arts du cirque est un exemple particulièrement éloquent des défis que représente une ancienne et pleine reconnaissance d'un secteur dit encore émergent au Québec. En effet, s'il y a une composante du milieu qui s'est démarquée depuis 3 décennies, c'est sans aucun doute les arts du cirque, par sa formidable ascension sur les scènes internationales. Les retombées sociales, économiques et identitaires sont importantes pour le Québec. Récemment, en piste, nous avons réalisé un plan directeur énonçant les besoins pour soutenir la croissance accélérée du secteur. Il est clair que sans l'accès à de nouveaux investissements, le cirque sera confronté à des enjeux sérieux quant à sa vitalité et sa pérennité, ainsi que sa capacité de maintenir sa performance sur les marchés mondiaux. Il est fondamental que notre secteur atteigne aussi une maturité sur notre territoire et obtienne les moyens de soutenir sa croissance et son développement. C'est pourquoi que ce type d'exemple, nous recommandons au gouvernement du Québec d'assurer une équité entre les disciplines artistiques et de leur donner les moyens d'atteindre pleinement leur plein épanouissement en fonction de leur propre réalité. Ainsi, nous espérons que cette nouvelle politique nous permettra de tendre vers l'équité et d'atteindre une véritable reconnaissance par l'accès à un financement plus soutenu, des mesures et des leviers nous procurant un véritable déploiement national.
Nous espérons aussi que les engagements du gouvernement du Québec, énumérés dans cette nouvelle politique culturelle, se retrouvent dans le plan d'action. Parce que nous croyons encore que ces engagements sont essentiels pour assurer l'enrichissement de notre société et faire face aux grands défis que nous devons surmonter. La reconnaissance du secteur culturel comme un véritable secteur stratégique pour le Québec est fondamentale et essentielle pour sa contribution sur les plans économiques, social et identitaires. Le développement d'une filière de formation et la formation des professionnels pour le maintien de l'excellence des pratiques, un appui à l'innovation et au renouvellement de la création et des pratiques culturelles. La circulation sur les œuvres sur le territoire, c'est toujours un enjeu. La protection de notre patrimoine, la découvrabilité et la visibilité des contenus culturels québécois dans l'univers numérique, aussi un must. Plus qu'une participation citoyenne, j'aurais envie de dire un engagement et une fierté des citoyens face à la richesse culturelle du Québec. Puisqu'on est une richesse, il faut en être fier. De véritables mesures pour améliorer les conditions socio-économiques des artistes et des travailleurs culturels. On est précaire, on doit le rappeler. Le développement des échanges au Québec, au Canada et à l'étranger, l'inclusion dans les accords de commerce d'exception de la culture et des industries culturelles. Bref, beaucoup de défis nous attendent. Nous interpellons le gouvernement du Québec afin que les arts et la culture soient une priorité gouvernementale, deviennent un pilier de notre société en osant investir davantage dans cette richesse collective et fondamentale pour le Québec. Le gouvernement du Québec osera-t-il innover en mettant de l'avant une véritable stratégie afin de soutenir la croissance de cette richesse culturelle? Inspirons-nous de la stratégie « Osons innover » où 2,8 milliards seront investis par le gouvernement du Québec au cours des 5 prochaines années. S'il y a un secteur d'innovation, c'est bien nous. Afin que cette politique culturelle puisse s'incarner dans le respect de la vision énoncée par cette nouvelle politique et la reconnaissance de cette richesse culturelle, les budgets doivent augmenter. Nous espérons aussi que ces engagements se traduiront par le renforcement des sociétés d'État qui nous soutiennent déjà très bien. Nous souhaitons aussi que les organismes tels en piste, les associations et les regroupements soient mieux reconnus et mieux soutenus afin de notre essentielle contribution dans nos milieux. En terminant, nous sommes heureux de constater que cette politique soit gouvernementale. Sa réussite reposera sur une véritable mise en place de mesures de coordination entre les différents ministères concernés par la culture. Une politique inspirante, il ne reste plus que les actions soient en corrélation avec la reconnaissance entière et véritable de notre richesse culturelle qu'est la culture. Merci, Mme Bouchard. Fabienne Cabado, maintenant, qui est directrice générale du Regroupement québécois de la danse. Bonjour à tous. Merci aussi, Monsieur le ministre, de permettre au Regroupement québécois de la danse d'être ici aujourd'hui. Je rappelle que le RQD représente plus de 500 membres, organismes et individus professionnels de la danse partout dans la province, et qu'il est également membre du Mouvement pour les arts et les lettres, qui milite historiquement pour l'augmentation des budgets du calque, et membre de la coalition La Culture, le cœur du Québec, qui vous a remis récemment, ainsi qu'à votre homologue François Blais, un plan d'action pour les ressources humaines en culture. Les orientations et objectifs de cette nouvelle politique culturelle nous semblent justes et pertinents, mais le RQD est d'avis qu'elle offre surtout une formidable occasion de changer de paradigme en positionnant les arts et la culture au rang des secteurs stratégiques de la société québécoise et en faisant une priorité gouvernementale pour incarner dans les faits la belle vision qui est développée dans les pages du projet Partout la culture. Partout, oui, mais pas à n'importe quel prix pour tous ceux et celles qui la font, cette culture. Donc, la grande priorité du plan d'action, selon le RQD, devrait être de s'attaquer sérieusement à l'amélioration des conditions socio-économiques des artistes et des travailleurs culturels. Pour ce faire, une collaboration interministérielle apparaît primordiale, tout comme l'augmentation substantielle des budgets que votre ministère consacre aux arts et à la culture, budget que l'on devra évidemment penser à indexer régulièrement. L'argent étant le nerf de la guerre, on ne gagnera pas celle de l'excellence, de la vitalité artistique, de l'innovation créatrice et du rayonnement international sans des investissements sérieux pour soutenir le développement durable du secteur. Dans cette perspective, le renforcement des institutions publiques comme le calque est évidemment primordial, ainsi qu'un meilleur soutien des associations et des regroupements nationaux et régionaux. Nous pouvons être, on est en train de le constater, des partenaires de premier plan si on apprend à bien travailler ensemble.
Concrètement, en lien avec les orientations de la politique, puis ça concerne parfois certaines orientations, ça peut être aussi transversal, le RQD préconise de mettre en œuvre un plan d'action pour les ressources humaines en art et en culture, ce qui comprend de se pencher sur les questions de formation, de santé, sécurité, de rémunération et sur la révision de la loi sur le statut de l'artiste, de mener une grande campagne de valorisation des arts et plus particulièrement des arts contemporains. La pratique et la fréquentation des arts sont bonnes pour la santé individuelle et collective. Il est temps que ça se sache. Trouver des mécanismes efficaces pour renforcer le lien culture-éducation et faire des arts une matière comme les autres à l'école. Faire en sorte que la danse puisse trouver aussi sa place à l'école. Considérer les intérêts des artistes autant que ceux des élèves ou autres citoyens dans l'élaboration de mesures pour favoriser l'accessibilité aux arts. Tenir compte de la complexité des écologies disciplinaires et de la diversité des réalités vécues par les artistes au moment d'élaborer de nouvelles mesures, quelles qu'elles soient. Veiller à ce que des incitatifs ne deviennent pas des barrières. Se donner la souplesse de soutenir les projets et les actions atypiques mais néanmoins vitaux pour le milieu. Je cite par exemple le cas des agents de diffusion en danse qui sont souvent des travailleurs autonomes et qui ne disposent pas de l'aide qui n'ont pas accès à l'aide dont ils auraient besoin. Le RQD préconise également de rétablir les mesures d'aide à la coproduction et à la tournée. Il y a actuellement dissonance entre le discours politique et la réalité du terrain. De considérer l'importance de renforcer et de développer des pôles et des foyers de danse sur l'ensemble du territoire québécois pour le bénéfice de tous. De veiller à rendre le territoire numérique accessible à tous sans mettre la charrue avant les bœufs. Certains individus et structures ont des besoins de base à satisfaire avant d'envisager le virage numérique. Pour le rayonnement de l'art chorégraphique québécois, miser sur la production et la diffusion de grandes formes qu'on n'a plus les moyens de produire au Québec. Inclure la préservation et le partage de l'héritage du patrimoine chorégraphique et du patrimoine vivant dans les actions pour faire fructifier le patrimoine culturel. En matière de diversité culturelle et artistique, le RQD émet le vœu que les actions que vous choisirez de mettre en œuvre favorisent la mixité des pratiques et la porosité des frontières entre les différents groupes communautaires. Et enfin, ce renouvellement de politique est un moment clé dans l'histoire des arts québécoises. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre, et sur l'ensemble du gouvernement pour en faire un moment historique. Merci. Merci, Madame Cavado. Alors, Monsieur le ministre, on compte sur vous. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour votre présence aujourd'hui, pour vos témoignages, vos recommandations. Encore une fois, recommandations et des commentaires qui sont très pertinents. Très heureux de pouvoir discuter avec vous de la place des créateurs dans la politique, les créateurs qu'ils soient francophones ou anglophones. Je pense que tous les artistes québécois sont des artistes à part entière et doivent être considérés dans notre projet de politique. J'aime bien votre interprétation, M. Rogers, quand on dit on entend un petit peu des deux côtés, fait qu'on doit être à quelque part au milieu. On doit avoir un équilibre. Évidemment, sur ces questions-là, c'est toujours difficile d'avoir l'unanimité, mais on recherche le plus grand consensus possible. Oui, affirmer que tous les artistes québécois sont des artistes à part entière, mais en même temps, et je l'ai dit dans toutes les séances de consultation l'année dernière, qu'on souhaite réaffirmer la langue française dans notre politique et utiliser davantage la culture pour exprimer notre fierté de vivre dans une société francophone au Québec. Et ça, je pense que même les artistes d'expression anglophone partagent cette vision-là. Ça fait partie de notre caractéristique. Évidemment, beaucoup de questions des conditions socio-économiques des créateurs. Il y a le financement direct des institutions culturelles. Ça va de soi. Mme Préjean a parlé de la loi sur le statut de l'artiste. Mais au-delà, justement, du financement direct des institutions culturelles, parce que, comme je dis, pour moi, ça, c'est un acquis. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Mais quelle devrait être la première priorité pour améliorer le statut socio-économique de nos créateurs parmi tout ce qui nous a été proposé? Quel devrait être le premier geste que nous devrions poser et mettre vraiment en évidence dans notre plan d'action? Pour moi, en fait, ce serait de soutenir les actions de compétences culture dans son diagnostic des ressources humaines pour avoir une idée juste, en fait, un portrait juste de la réalité vécue par les artistes
et les travailleurs culturels. Je souligne ce point parce que les créateurs, oui, on fait tout pour eux, mais les travailleurs culturels sont importants aussi. Et à partir de ce portrait-là, qui nous donnerait vraiment l'heure juste, envisager les redressements nécessaires à opérer et les moyens à trouver pour opérer ces redressements. Vous savez, il y a 20 ans, au Québec, on s'est doté de structures extrêmement solides. La SODEC, il y en a plein, le calque et tout. C'était là, le besoin y était là. Maintenant, ça, je pense que c'est fait. Nos structures sont solides. Ce qu'il faut s'assurer de faire, c'est faire en sorte que les milieux, le vivier artistique de création, que ça se rende jusqu'à eux. Quand on vit dans des compressions, il y a eu l'éclatement des réseaux, entre autres, qui fait qu'il y a beaucoup de rôles qui sont offerts, mais la tarte n'a pas augmenté. Ce qui fait que chaque producteur doit vivre avec un morceau plus petit. Si je vous demandais aujourd'hui, pendant que vous montez dans une échelle et que je vous oblige à enlever des barreaux, vous allez enlever des barreaux derrière vous et non devant vous. C'est tout à fait normal. Ce qui fait que c'est le milieu artistique de création qui souffre, en fait, de ce manque-là, de cette compression-là. Il faut s'assurer, et c'est la raison aussi pour laquelle, souvent, la loi, elle est contournée. Il faut s'assurer que la loi n'est plus contournable dans la publicité, dans la musique. Il y a du contournement partout dans tous les secteurs de création. Il faut s'assurer que la loi sur le statut de l'artiste, elle est incontournable. Elle est appliquée à 100%, même si ça ne se peut pas. Visons le 100%, de façon à mieux protéger les conditions socio-économiques des artistes. Bien, j'abonde un peu dans le même sens. Les artistes qui ont œuvré depuis des décennies ont assez bien servi. Ils ont travaillé bien avec le système. Il y a un problème avec les jeunes artistes et les artistes sur le marge, parce qu'il n'y a pas de nouveaux moyens. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui ne prévoient pas une carrière comme artiste professionnel, comme j'aurais défini. C'est un job à temps partiel. Ça fait une partie de leur vie. Ils n'espèrent jamais de gagner assez d'argent pour faire carrière comme artiste professionnel. On voit, par exemple, dans le milieu du théâtre, il y a tout un problème de succession des jeunes théâtres, des gens qui travaillent depuis 20 ans, qui sont toujours sur les subventions de projets. Donc, le problème, c'est quelque part soit définir assez d'argent pour répondre à tous les besoins ou définir un montant d'argent réaliste et ajuster des attentes pour vivre avec ça. Alors, je pense qu'il y a, depuis 2004, parce que j'ai relu un ensemble de documents qui ont été faits sur toute cette question-là, il y a énormément de choses qui ont été identifiées et je pense que ce n'est pas une action, mais des actions qui doivent être faites pour améliorer les conditions socio-économiques des artistes et des travailleurs culturels. D'abord, il faut indexer les organismes culturels pour être capables de répondre aux besoins de création, production et de rémunérer décemment les gens qu'ils emploient. Il faut également mettre des mesures d'intégration professionnelle pour favoriser l'entrée au travail des jeunes. Il faut aussi les soutenir durant l'emploi, que ce soit pour leur entraînement ou un paquet Il y a énormément de travail qui est non rémunéré, qui est dans l'invisible. Quand on pratique, on se prépare pour des auditions, etc. Je pense qu'il faut faire un éventail de ce que ça représente. Et il faut aussi penser à des mesures de transition. Bref, c'est un ensemble d'actions. Je pense que tout a été dit. Quand je disais le rapport de Darmour 2011, c'est incroyable, l'ensemble de mesures, le rapport Lallier, le rapport quand Mme Beauchamp était là, tout a été dit. Je pense que là, c'est de choisir les actions et d'intervenir à plusieurs endroits. Il est clair que sans augmentation des crédits alloués à la culture et des réels partenariats avec le ministère de l'Emploi, je pense que ça va être difficile parce que c'est complexe, l'employabilité. Quand je faisais référence à la stratégie Osons innover, c'est un ensemble de mesures qui ont été faites. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut que le secteur culturel soit perçu comme un secteur stratégique pour qu'on ose investir dedans dans différents ministères. Et c'est un ensemble de mesures. Très bien. Merci beaucoup. L'autre point que je voulais aborder, et Mme Préjean l'a touché, c'est la question de la diversité. Mais je dirais, j'irais de manière plus large. Je disais dans mes remarques d'introduction que je souhaite
que la culture québécoise en 2017 soit le reflet de la société québécoise en 2017. Alors, comment faire pour s'assurer d'une plus grande place des femmes, des personnes d'expression anglophone, des gens qui sont issus de la diversité, des gens qui vivent un handicap dans nos productions, mais je dirais à toutes les étapes de la production. Alors, est-ce qu'on doit davantage miser sur des mesures coercitives ou sur des incitatifs et pourquoi, selon vous? Moi, par rapport à cette question-là, je trouve que les milieux artistiques, c'est d'abord au gouvernement et de trouver des façons d'inclure toutes ces populations-là. Je pense par exemple aux autochtones, dont les budgets dans les écoles ont été coupés récemment. Si tous les exclus ont à la base les moyens de devenir des citoyens comme les autres, ce sera facile pour les milieux des arts de les inclure. La question se posera moins. Donc, enfin, je trouve qu'on met beaucoup l'accent et beaucoup la pression. On en fait plein des choses. C'est sûr qu'on se rend compte qu'on a des biais culturels et puis c'est bien qu'il y ait les discours politiques. Ça nous permet d'évoluer chacun. Mais j'ai presque envie de dire que j'aimerais avoir des incitatifs et des aides de la part du gouvernement pour accentuer les actions que je mène dans ce champ-là. Voilà. Moi, j'ai quelques idées sur cette question-là. Les gens qui viennent de la diversité, qui sont à la marge ou à l'extérieur, souvent ils trouvent que ce n'est pas leur place. J'étais membre du CA fondateur de Calgary il y a 25 ans, puis on a eu cette conversation, est-ce qu'on devrait aller chercher ces gens? Puis il y avait certains membres qui ont dit non, c'est ouvert à tout le monde, c'est juste à eux de venir. Mais ça ne marche pas de même. Il faut vraiment avoir des séances d'information, il faut aller chercher, vraiment faire des interventions positives pour aller chercher ces gens, pour les expliquer comment fonctionne le système, pour les laisser savoir que c'est vraiment ouvert à tout le monde, qu'ils ont des chances égales à participer. Donc, il faut vraiment faire plus que juste créer des politiques et attendre que les gens tapent à la porte, parce qu'ils ne viendront pas. Des moyens coercitifs et des moyens incitatifs, ça pourrait être comme l'anglais et le français, un petit peu des deux. C'est-à-dire que des moyens coercitifs pour, par exemple, des diffuseurs qui n'atteignent pas le but visé, et des moyens incitatifs, parce que monsieur a raison, sur le terrain, pour l'avoir vécu, la diversité, il y a un petit peu de mise à faut aller les chercher, il faut les inciter, en fait, beaucoup plus. Donc, je pense que ça prendrait vraiment un petit peu des deux. Moi, j'ajouterais peut-être des modèles inspirants. Nous, en art du cirque, c'est dans notre ADN. On ne s'en pose pas la question. Alors, on travaille tout le monde ensemble et c'est des valeurs d'inclusion. Peut-être qu'on est un petit modèle à nourrir, à documenter. Mais je dirais que je pense que la diversité culturelle, c'est dans une réciprocité, c'est-à-dire de comprendre la réalité des autres et aussi qu'ils apprennent aussi de notre culture. Alors, je pense que c'est un mélange. Merci à vous quatre. Très bien. Merci à vous quatre. Merci. On va faire une pause. Je vous invite tous à revenir donc à 11h15. On va recommencer les travaux à 11h15. Il y a du café et de l'eau, j'imagine, à l'extérieur de la salle, juste derrière vous.